Alors, je vous propose qu'on démarre pour pas prendre trop de retard sur le timing. D'autres personnes devraient nous rejoindre pendant cette table ronde. Alors, je me présente. Donc, moi, je suis Camille Becquet. Je suis responsable de la pédagogie au sein de l'association Proxité. Et du coup, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde des assises du collectif Mentorat. Donc, on discute depuis le début de l'après-midi du mentorat, d'un droit au mentorat pour tous. Et aujourd'hui, les membres du collectif Mentorat s'accordent sur une même définition. Et donc, c'est une relation interpersonnelle, d'accompagnement, de soutien, une relation bénévole sur le moyen, long terme, basée sur la confiance et l'apprentissage mutuel. L'objectif principal du mentorat, c'est vraiment de favoriser l'autonomie et le développement de la personne accompagnée, du mentoré, avec des objectifs qui sont évolutifs en fonction aussi des besoins spécifiques et des envies de chacun. Ces binômes, finalement, ils agissent au sein d'une structure qui est là pour les encadrer. Et donc, ce sont des accompagnements qui s'inscrivent dans un programme qui doit connaître des étapes clés pour garantir la qualité du mentorat mis en place. Il faut savoir que le collectif Mentorat a lancé récemment le premier incubateur d'action de mentorat en Europe, justement pour accompagner ces associations qui ont envie de se lancer dans ces programmes d'accompagnement. Aujourd'hui, à travers cette table ronde, on va finalement se poser la question de quelles sont les étapes essentielles et nécessaires finalement à la construction d'un programme de mentorat de qualité et durable. Et donc, on aura les interventions de plusieurs associations fondatrices du collectif Mentorat. Donc, on aura Laetitia Mallet, responsable de parrainage à Toulouse au sein de l'association Proxité. Nous aurons Romain Ledoux, responsable de parrainage au sein de l'association Nos Quartiers ont du talent. On aura également Alice Ducrot, chargée de développement local à Bordeaux au sein de l'association AFEV. Emeline Vernet, chef de projet formation des bénévoles au sein de l'association Article 1. Aurélie Gouin, déléguée générale à l'entraide scolaire amicale. Et enfin, Siem Boukada, responsable nationale des opérations au sein de l'association Télémac. Donc on va avoir 45 prochaines minutes d'intervention de ces salariés de ces associations qui vont nous expliquer un petit peu pour chaque étape finalement quels sont les indicateurs, les critères clés, tout ce qu'il y a à prendre en compte pour les mettre en place. On aura ensuite un temps de questions-réponses d'une heure à la fin des interventions. On pourra prendre quelques questions entre deux interventions s'il y a beaucoup de réactions. Donc n'hésitez vraiment pas à investir le chat, à faire vos propositions, à poser toutes vos questions et propositions qui pourront aussi alimenter finalement les actions de plaidoyer du collectif Mentorat. Donc vraiment n'hésitez pas, on est là aussi pour récupérer toutes vos bonnes idées et pour ensuite aller les consolider avec toutes les autres tables rondes. Vous pouvez et vous devez couper votre micro si vous ne prenez pas la parole pour qu'on puisse bien tous s'entendre. Pour rappel, cette table ronde est filmée, donc n'hésitez pas à désactiver votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître. Et nous allons pouvoir du coup commencer avec finalement la première étape essentielle pour lancer un programme de mentorat, c'est à quel besoin finalement on souhaite répondre, pour quel public. Et c'est Laetitia, responsable de parrainage à Toulouse au sein de l'association Proxité, qui va donc nous parler de cette première étape essentielle qui est finalement l'identification des mentorés et des mentors. Merci Camille. Alors effectivement, moi je vais, en fait, pour structurer son programme de mentorat, il y a quelques étapes clés, comme l'a dit Camille. Et une des premières, c'est de pouvoir identifier finalement le public qu'on souhaite accompagner. Et pour identifier le public qu'on souhaite accompagner, il y a quelques questions un peu essentielles qu'on doit se poser, à savoir quelle tranche d'âge on souhaite cibler, quels sont les besoins, les attentes également de cette tranche d'âge, quelles sont les difficultés rencontrées. Parfois, c'est un panel assez large, donc peut-être que d'une tranche d'âge à l'autre, les besoins, les attentes vont être différentes aussi, donc pouvoir se poser ces questions-là et se demander aussi sur quel périmètre j'ai envie d'engager mon action, quel territoire. Ça, c'est important. Peut-être que sur ce territoire, il y a également des acteurs éducatifs qui interviennent déjà et qui proposent déjà un accompagnement au public que
avec lequel vous souhaiteriez engager un mentorat. Donc ça peut être intéressant également de pouvoir aller les rencontrer, ces personnes, savoir quel type d'action ils mettent en place, afin d'avoir quelque chose de très complémentaire. Ça, c'est des données qui sont importantes vraiment de pouvoir identifier finalement le public qu'on a accompagné et ses besoins. Après ça, on va se demander comment on l'accompagne, ce public, une fois qu'on a identifié tout ça. Et pour l'accompagner, donc on va faire appel à des mentors. Ces mentors, c'est pareil, il va falloir se demander quels profils vont pouvoir répondre finalement aux besoins et aux attentes des mentorés. Donc, est-ce que ça va être plutôt des salariés, des personnes retraitées, des étudiants? Quelles sont leurs disponibilités aussi? À quelle fréquence ils peuvent rencontrer les mentorés? Et est-ce que ça correspond aux besoins du jeune qui va être en demande? Est-ce que les mentors ont la possibilité de se déplacer? Quelle est leur mobilité? Est-ce que du coup ces rencontres-là, on les fait plutôt en physique, en distanciel? Et ça va également devoir répondre aux besoins, à l'autonomie et à la demande du mentoré. Et puis on va se demander aussi quel champ de compétences on recherche finalement, ce qui va aussi nous orienter à savoir est-ce qu'on va plutôt s'orienter vers des personnes retraitées, étudiantes, salariées, en recherche d'emploi. Ça peut être très variable. Mais ça, c'est des indicateurs qui vont vous permettre finalement de structurer, de construire les premières étapes du mentorat. Après, il ne faut pas s'arrêter aux généralités finalement du public qu'on cible. C'est important de pouvoir apprendre à les connaître dans leur individualité afin de développer des relations qui vont être positives, qui vont être construites, qui vont être durables. Et pour ça, on va mettre en place finalement des entretiens individuels pour mieux connaître les mentorés, les mentors. Et ces entretiens, ils sont très importants parce qu'on va s'intéresser à différentes choses qui vont nous permettre derrière de mettre en place un mentorat de qualité et adapté à chaque personne. Donc, on va s'intéresser au parcours déjà avant que le mentoré ou que le mentor n'arrive. Quel a été son parcours avant? Quelles ont été ses difficultés peut-être ou ses facilités? On va s'intéresser à sa situation actuelle aussi. Dans quel contexte il vient demander de l'aide? Dans quel contexte il vient demander un accompagnement? Quels sont également ses centres d'intérêt? C'est des choses qui peuvent être intéressantes pour tirer des leviers, aller chercher des choses intéressantes finalement chez les jeunes ou chez les mentors, en connaître davantage sur ce qu'ils aiment pour se servir de ça dans l'accompagnement finalement. On va également s'intéresser à leur projection, que ce soit pour les jeunes ou les mentorés, mais qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, vers quoi ils tendent, vers quoi ils ont envie qu'on les amène. Et par rapport à tout ça, ah, pardon, je me suis entendue en écho, désolée. On va également se demander quelles sont leurs difficultés ou au contraire leurs facilités, tout ce qu'ils peuvent rencontrer, qui peuvent être soit un frein, soit un levier dans l'accompagnement ou dans leur apprentissage. On peut aussi se demander, ça peut être important de savoir s'il y a déjà un accompagnement qui est mis en place, notamment pour les mentorés. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont lancées? Est-ce qu'on peut intervenir de manière complémentaire à ces actions? Et est-ce qu'on peut éventuellement entrer en lien avec les partenaires qui mènent déjà ces actions auprès du mentoré? Et puis pour le mentor, on peut se demander aussi ce qu'il souhaite apporter, ce qu'il a envie d'apporter, que ce soit à la structure qui va mettre en place le mentorat, mais aussi au mentoré du coup qui demande de l'aide. Et je pense que ce qui est important également, c'est de pouvoir faire formuler au mentoré quels vont être ses besoins, ses attentes, ses objectifs, qu'est-ce qu'il vient rechercher finalement dans cette relation de mentorat et qu'est-ce qu'il attend d'un mentor pour que la relation se construise au mieux et que tout se passe bien et que surtout que le jeune puisse atteindre ses objectifs. Je pense que j'ai à peu près fait le tour pour ne pas empiéter sur les sujets d'après.
Merci beaucoup Laetitia. Finalement, après avoir créé cet écosystème du mentorat, après ce premier temps du diagnostic, va venir, et donc de la précision des besoins de chacun et des envies, on l'a bien compris, du mentor et du mentoré, va venir le second temps crucial qui va être finalement le temps du matching, de la mise en relation, de la mise en place. Ça dépend un petit peu du vocabulaire des associations. Attention à bien couper votre micro, voilà, pour qu'on n'ait pas de résonance quand on échange. Donc en effet, Romain, responsable de parrainage à nos quartiers ont du talent, tu vas du coup nous parler de ce matching qui va être essentiel. Finalement, quels critères prendre en compte pour créer un binôme qui va s'inscrire dans la durée et réussir à créer sa relation de confiance. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette étape, cette seconde étape essentielle? Oui, alors j'espère que vous m'entendez tous bien. En effet, hein, Camille, dans une relation de mentorat, le matching, c'est une étape clé. Parce que c'est un peu, on va dire, la base de la relation entre un mentoré et un mentor. Donc, au moment de faire un matching, il faut vraiment avoir cet objectif en tête, qui est de choisir le mentor qui répondra de la manière la plus efficiente à la situation du mentoré. Et que plus le matching finalement sera réalisé finement, c'est-à-dire en analysant au mieux ce qui peut rapprocher les deux individus, plus les échanges seront faciles, pertinents, et plus il y aura une relation en fait de confiance qui se créera. Et en général, ça c'est un peu la garantie d'un mentorat qui réussit. Donc, comme l'a dit Laetitia, l'étape de qualification finalement des mentorés et des mentors, elle est réalisée un peu en amont. Euh, et de ce fait-là, on a en main un maximum d'informations sur les personnes et on peut commencer en fait à faire le rapprochement. Et cela via toute une série en fait de critères. Alors, il n'y a pas vraiment de hiérarchisation particulière pour les critères dont je vais parler, en fonction des publics, en fonction des régions, en fonction des programmes. On va avoir des critères qui auront des degrés d'importance peut-être différents. Mais avant toute chose, on va faire en sorte de matcher les personnes qui sont pleinement disponibles pour s'engager dans du mentorat. Et ça, bon, clairement, c'est la base. Si en revanche, voilà, ils ont des contraintes importantes, etc., il faut vraiment le prendre en compte aussi dans la sélection du mentor et ou du mentoré. Voilà. Premier critère, ça va être vraiment la disponibilité. Ensuite, on va regarder la proximité géographique des personnes et, comme l'a dit aussi Laetitia, étudier la question de la mobilité. En gros, savoir si on va faire matcher deux personnes dans la même ville, dans le même département ou pas du tout. Et en gros, si le binôme a la possibilité de se rencontrer, c'est un plus. On sait que les échanges en présentiel sont quand même plus bénéfiques pour l'un et l'autre, et on fait passer plus facilement les messages de visu qu'à distance. Alors, c'est clair que ce n'est pas évident avec la situation qu'on a depuis 2 ans. Mais maintenant, si c'est du parrainage en distanciel qui doit être mis en place, voilà, faut vraiment s'assurer que le binôme dispose des outils nécessaires pour le faire. Si on est sur de l'insertion professionnelle, on tâchera en fait de faire matcher les personnes qui sont aussi dans le même secteur d'activité. Alors pourquoi? C'est notamment pour faciliter les échanges. Je pense aux personnes qui sont dans un secteur assez technique ou dans des secteurs très fermés dans lesquels le réseau est très restreint mais essentiel. Donc matching via les secteurs d'activité. Ensuite, bien entendu, on essaiera de faire matcher les besoins du mentoré ou les attentes du mentoré avec les compétences ou les aptitudes du mentor. Je prends un exemple tout bête, un jeune qui a on va dire des problématiques précises avec ses outils de recherche d'emploi ou qui doit travailler ses entretiens de recrutement. On essaiera de le rapprocher avec un mentor qui est dans les ressources humaines ou du moins qui est à l'aise avec ça. Et puis, on fera aussi matcher autant que possible le métier actuel ou le parcours professionnel du mentor avec le projet pro ou les aspirations professionnelles du mentoré. Ça va un petit peu, ça tombe de sens, quoi. Alors, dans d'autres cas de figure, on fera matcher des choses plus personnelles.
à savoir les centres d'intérêt. Le fait de partager les mêmes centres d'intérêt, clairement, ça facilite les échanges, ça permet de briser la glace. En parlant de choses communes qu'on aime faire, ça a vraiment l'avantage de créer rapidement un environnement de confiance et c'est assez bénéfique pour au moins démarrer un mentorat. Et puis, on fera matcher des profils de personnes peut-être de manière plus générale. C'est-à-dire que on pourra adapter l'âge des mentors par rapport au public qu'ils accompagnent. On verra s'ils sont plutôt empathiques, on verra un petit peu le dynamisme des uns et des autres. Alors, clairement, ça peut être décisif quand on a des profils de mentorés qui sont très sensibles, en perte de confiance, un peu perdus, etc. Et du coup, ça peut être décisif si on le fait accompagner par la bonne personne, quelqu'un qui fait preuve peut-être d'empathie naturelle, qui est naturellement rassurante, ou alors qui a l'habitude de faire du coaching ou qui est à l'aise en fait avec ce genre de profil. Voilà. Et puis, ça arrive quand rien ne présage, on va dire, un matching facile. Il y a une autre solution qu'il ne faut pas négliger aussi, ce sont des rencontres directes entre bénéficiaires et entre bénéficiaires, entre mentorés et mentors lors d'événements, par exemple. Et du coup, il est fréquent qu'il y ait des matchings qui se fassent un petit peu, on va dire, naturellement au cours d'un échange informel entre les deux personnes, alors que finalement, sur le papier, rien ne semble matcher. Et ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Alors, une fois que les profils sont plus ou moins sélectionnés pour former un binôme, il y a aussi une étape facultative qui est la proposition des profils au mentor et ou au mentoré, en amont en fait, de la mise en place. En fait, ils ont potentiellement la possibilité de dire qui ils souhaitent accompagner ou par qui ils souhaitent se faire accompagner. Alors, ce n'est pas une étape qui se fait tout le temps. Encore une fois, c'est difficile de donner une règle établie, car ça va vraiment dépendre des dispositifs, des publics, des bénévoles qu'on a, etc. Et clairement, il y a des avantages et des inconvénients à le faire. Donc, par exemple, si on propose en amont le profil d'un mentoré à un mentor ou vice-versa, alors l'avantage, c'est que ça permet de rassurer le mentoré sur la personne qui va l'accompagner, donc par rapport à son expérience, son parcours, ou sa fonction, l'entreprise dans laquelle il travaille, etc. Et ça permet aussi de s'assurer que le mentor, lui, se sent capable et est en capacité vraiment d'accompagner le mentoré qui est sélectionné par rapport en fait, aux besoins qu'il a. Donc ça a ses avantages, en revanche, c'est aussi ses inconvénients. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse le choix finalement au mentoré ou au mentor, il y a un risque qui est pour les mentors qui choisissent ce qui leur semble être en fait les accompagnements, je dirais, les plus faciles, ou bien pour les mentorés qui choisissent les mentors qui leur semblent être les plus intéressants de par leur fonction, leur entreprise ou d'autres critères qui sont pertinents à leurs yeux, mais qui en réalité ne le sont peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand un matching n'est pas évident à faire, car basé sur peu, voire aucun critère, mais qu'il faut quand même mettre en place un mentorat, parce que on manque de mentors ou il y a un critère d'urgence aussi pour le mentorer. Voilà, c'est vraiment important là d'échanger en amont avec le mentor et le mentoré pour leur expliquer le pourquoi du comment finalement du binôme qui va être mis en place. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'objectif de ce matching, c'est vraiment de mettre les individus dans les meilleures conditions pour avancer ensemble. Voilà. Mais que finalement, le mentorat, c'est aussi et surtout une relation humaine, et que donc, il y aura forcément des choses qu'on ne pourra pas prévoir et qu'on ne pourra pas calibrer à l'avance. Mais ce qui est certain, en fait, ce qui est vraiment indispensable, c'est de bien suivre cette relation de mentorat pour s'assurer en fait que les choses vont dans la bonne direction. Et là, voilà, Camille, ça te fait une transition toute trouvée. Voilà. Parfait, merci beaucoup Romain pour cette seconde plaisir. étape du coup du matching. En effet, là notre binôme finalement est identifié, constitué,
Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est finalement comment les rencontres vont se mettre concrètement en place, quel suivi l'association doit pouvoir proposer pour justement s'assurer de la bonne santé de ces binômes. Et donc c'est Alice, chargée de développement local à Bordeaux pour l'association AFEV, qui va nous parler de cette troisième étape qui est finalement la mise en place très concrète des rencontres de mentorat. Merci. Alors, effectivement, la première rencontre entre le mentor et le mentoré, elle est assez déterminante. Dans 100% des cas, bien sûr, elle n'est pas à l'image de ce qui va advenir, mais elle est très riche parce qu'elle nous donne beaucoup d'éléments, soit de points d'alerte sur ce qui sera peut-être à surveiller ou ce qui pourra faire blocage dans la relation, ou au contraire de confirmation que notre matching était le bon, etc. Donc l'idée, c'est de se réunir le plus possible et que les objectifs soient redits lors de cette première rencontre, qu'elle soit en présentiel ou en visio. L'idée, c'est que le mentor et le mentoré, éventuellement peut-être les parents aussi du mentoré s'il est mineur et qui seraient présents du coup, repartent de cette première rencontre avec une vision extrêmement claire des objectifs. Parce que si on est là, c'est qu'il y a des objectifs. Pourquoi on est là et de les évoquer avec tout le monde. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'objectif secret donné au mentor dans le dos du mentoré. Il faut qu'on puisse en parler librement et que cette discussion soit tout de suite ouverte entre le mentor et le mentoré. Donc d'en parler avec eux. Ici, on joue un rôle de facilitateur. Finalement, on permet de faire le lien entre cette personne qui souhaite s'engager et cette personne qui est en attente d'aide, de soutien. Donc, on peut les aider à formuler les choses qu'ils n'oseraient peut-être pas formuler, essayer d'expliquer aussi le matching qu'on a réalisé, pourquoi est-ce qu'on croit en ce binôme. En tout cas, les aider à se présenter chacun mutuellement et mettre au clair ses objectifs. Peut-être aussi commencer à poser ensemble avec le mentor qui fait ses premiers pas et le mentoré des premières étapes par rapport aux objectifs qui seront fixés, pour aussi les laisser décoller tout doucement ensemble de manière autonome. Ce qui me semble également important, c'est qu'à l'issue de cette première rencontre, la première rencontre justement du mentor et du mentoré sans nous, de manière autonome, soit claire pour tout le monde. Nous, on observe en tout cas à la FEF que si la première rencontre entre le mentor et le mentoré ne se fait pas sous 15 jours après la toute première présentation, on va dire les présentations mutuelles, c'est bien souvent mauvais signe. Donc l'idéal, c'est qu'ils repartent de cette rencontre en se disant « Ok, mon prochain rendez-vous, notre première vraie rencontre, notre première vraie séance de mentorat, ce sera lundi prochain à 18h ». Donc ça, c'est vraiment pour nous aussi l'objectif essentiel, c'est que ce soit clair pour tout le monde et qu'ensuite ils puissent démarrer sans nous, sans qu'on ait besoin d'être là à chaque fois. Ce qui me paraît aussi important à l'issue de cette première rencontre, c'est bien sûr le débriefing avec chacun, parce qu'il y a beaucoup d'attentes souvent et de projections des deux côtés. Et là, c'est la première confrontation au réel. Il y a parfois des petites déceptions ou des peurs qui peuvent émerger. En tout cas, l'idée d'un débriefing de qualité suite à cette première rencontre, c'est aussi justement de permettre au mentor et au mentoré de démarrer cette relation ensuite ensemble sans appréhension ou peut-être sans crainte. Ça peut être des craintes sur les objectifs qui peuvent être intimidants, ça peut être une petite déception peut-être par rapport à ce qu'on s'était imaginé. Donc l'idée, ça va aussi être là d'accompagner positivement chacun, chacune, pour être sûr qu'ils se rencontrent ensuite et qu'ils démarrent de manière chouette. Ensuite, ils se rencontrent tout seuls, sans nous, ça y est, ils sont lancés. Alors là, nous, ce qu'on recommande, c'est que en fait, ce créneau soit régulier, soit fixe. C'est ce qui paraît très important. Les relations où chaque semaine, on va devoir se recontacter, trouver une nouvelle date, etc., c'est peut-être pas le plus adapté. En tout cas, nous, ce qu'on recommande pour un bon lancement, ensuite, le binôme peut s'adapter, bien sûr, mais c'est qu'il y ait quelque chose de fixe qui rentre dans la routine, qui rentre dans le quotidien. À la fréquence, à nous de l'adapter, on l'a évoqué tout à l'heure, en fonction de qui sont nos bénévoles, qui sont nos mentorés, et donc de leurs possibilités, de leurs besoins. Nous, à la FEV, on accompagne des mineurs, donc on a forcément des accompagnements qui sont après le temps du scolaire, en soirée, le mercredi après-midi, et sur des durées, bien sûr, pas trop longues, 2 heures. Et ce format, il est fixe, il est appliqué à tous les bénévoles, et il est hebdomadaire, donc c'est chaque semaine et régulier. Ça permet vraiment que ça rentre dans notre semaine, comme le cours de judo du jeudi soir. Et pour le bénévole, ça rentre très naturellement aussi, et c'est ce qui fait qu'on tient sur la durée. C'est que ça s'inclut tout naturellement dans notre emploi du temps. Le créneau fixe, je l'ai évoqué, il faut aussi que le lieu soit bien identifié. Il y a plusieurs possibilités. On peut faire un accompagnement de mentorat à distance. Dans ce cas-là, la première rencontre peut aussi nous permettre de vérifier si tout le monde est équipé pour. D'être sûr que tout est bien mis en place. Ça peut être dans un lieu extérieur tierce, une bibliothèque, un centre social, des bureaux. Là, je sais qu'il existe plein de choses. En tout cas, l'idée, c'est qu'en fait, encore une fois, ce lieu, à chaque fois, soit vraiment un point de repère. Si tout ça, c'est le plus clair possible, ça permet en fait aux mentors et aux mentorés, finalement, de ne pas se focaliser sur le cadre,
S'ils sont libérés de ça et que c'est nous qui le gérons, ça leur permet de se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire la construction de leurs relations communes, apprendre à se connaître, voilà, sans être préoccupé de quand est-ce que ça s'arrête, où est-ce qu'on va aujourd'hui. Voilà. Et si c'est à domicile, bien sûr, que ce soit clair, qu'on ait pu aussi nous balayer en amont avec le mentor, la famille du mentoré, combien de temps, ou voilà, que tout le monde ait les éléments à sa disposition. Nous, à la FEV, on a fait le choix du domicile parce qu'elle permet de prendre en compte l'enfant dans tout ce qui fait son quotidien, son environnement, de le considérer dans sa globalité. Et ça nous donne beaucoup d'éléments, ça donne beaucoup d'éléments au mentoré également sur son fonctionnement, qui est cette personne, qu'est-ce qui peut composer ses difficultés, etc. C'est aussi dans le choix du lieu, on va dire. Il y a des avantages et des inconvénients à tout. Le domicile, c'est possible quand, bien sûr, vos mentors et mentorés sont sur le même territoire. Et si vous choisissez le distance, c'est quand, bien sûr, ça permet peut-être de faire se rencontrer, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire, des gens de toute la France, donc ça peut aussi avoir cet avantage-là. En termes de suivi, nous, ce qui nous paraît important, en tout cas, c'est ce qu'on a privilégié également à la FEV, c'est de choisir la même personne qui anime cette première rencontre et qui suit ensuite le binôme dans la durée. Ça permet d'avoir un interlocuteur qui a un vrai point de repère pour le mentor, le mentoré et puis les autres interlocuteurs qui peuvent graviter autour. On a parlé tout à l'heure des autres acteurs éducatifs. Nous, on se rend compte que c'est vraiment un facteur clé de l'engagement du bénévole, de sa capacité à raconter ce qui se passe dans son mentorat et également de la relation de confiance du mentoré avec l'association qui supervise le mentorat. Donc, ça permet de faire des points réguliers. Nous, on a un format mensuel en présentiel, bien sûr. Où on fait le point sur tout ce qui se passe dans le mentorat et de même du côté de la famille. Dès lors que c'est possible, on essaye aussi de recueillir la vie de tous les autres partenaires éducatifs qui entourent le mentoré, le collège, les assistantes sociales, les éducateurs. On essaye vraiment de faire marcher tout ça en cohérence. On a également depuis cette année une modalité de suivi hebdomadaire qui est numérique cette fois-ci pour décharger aussi les équipes de suivi du mentorat, qui permet en fait aux bénévoles de manière autonome de prendre ses petites notes, faire des petites alertes, en fait checker chaque semaine s'il a bien fait ses séances et s'il y a eu des points d'alerte. Nous, on a un logiciel spécialisé, mais il est tout à fait possible d'en créer de votre côté sur Excel, en tout cas avec des outils numériques existants, il est tout à fait possible de les adapter. Voilà. On fait également un questionnaire final en fin d'année, mais là peut-être que j'anticipe un petit peu sur le suivi. En tout cas, voilà, nous, nos modalités de suivi. Ce qui est vraiment clé, encore une fois, ça va être que ce cadre soit fixe, régulier, que ce soit les mêmes personnes qui reviennent. Ça permet vraiment de faire un suivi qui est personnalisé et c'est ce qui est bien souvent apprécié en fait des familles et des bénévoles. C'est pas de changer à chaque fois d'interlocuteur, changer de lieu. Et comme je le disais, ça permet vraiment de se focus sur l'essentiel en fait. En tout cas, il y a vraiment une vigilance à avoir effectivement sur ce bon démarrage et cette fluidité entre toutes ces étapes-là. Une fois par contre que la première séance elle est réalisée, que notre interlocuteur dans l'association a été identifié, ça démarre. Je ne sais pas si j'ai été claire, je veux bien passer le relais sur le suivi du coup. Merci beaucoup Alice, c'était très clair. Merci beaucoup de continuer à alimenter le chat avec vos questions. On aura un temps à la fin des interventions pour répondre à toutes vos questions. Donc merci Alice. Donc finalement là notre binôme est lancé, a démarré. Il y a cette question du suivi qui est essentielle. Au-delà de la question du suivi, il y a finalement la question de la formation des bénévoles, des mentors. On imagine bien que la posture d'accompagnant, la posture de mentor n'est pas toujours évidente à bien cerner pour les bénévoles. Et donc finalement, on va se poser la question aujourd'hui de pourquoi proposer une formation au mentor en amont finalement de la mise en relation ou vraiment dans les premiers temps et quelles sont les attentes de ces associations vis-à-vis de leurs mentors. Quel objectif finalement cette formation de départ essaye d'atteindre. Et donc pour ça, ce sera Emeline Vernet, chef de projet formation des bénévoles au sein de l'association Article 1, qui va nous parler de cette étape clé qui est donc la formation des bénévoles au démarrage du mentorat. Merci beaucoup Camille, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, chez Article 1, en effet, on a fait le choix d'une formation obligatoire pour les mentors. Évidemment, la motivation, l'enthousiasme, c'est vraiment une condition nécessaire pour être bénévole, mais ce n'est pas suffisant au regard du rôle très particulier qui est celui d'être mentor. Déjà, la relation, alors les autres intervenants l'ont dit, elle est créée au début par l'association porteuse qui va créer les binômes,
mais surtout, c'est un rôle particulier parce que les mentors vont accompagner pendant plusieurs années, en tout cas chez nous, des jeunes qui, dans leur parcours académique, professionnel, et donc des jeunes qui ne sont pas leurs enfants, mais dont ils vont pourtant être amenés à être très proches. Donc c'est important de baliser avec les futurs mentors le cadre du mentorat et ce rôle si particulier qui leur est confié. Les mentors, le mentor, c'est pas un papa, une maman, c'est pas un prof, c'est pas un psy, mais c'est un peu à la frontière de tout ça et c'est bien d'autres choses encore. Je précise juste, nous, que chez Article 1, on a aussi fait le choix de demander aux mentorés de suivre une formation obligatoire qui remplit globalement les mêmes objectifs que la formation des mentors. Alors, l'objectif de cette formation des mentors, de manière globale, c'est de donner au futur mentor toutes les clés possibles pour l'aider à construire une relation positive et engageante avec son mentoré. La formation, ce n'est pas du tout pour nous un lieu de sélection. Les mentors au préalable ont un appel de validation ou un petit webinaire d'accueil et ça permet eux de voir s'ils se sentent prêts à s'engager sur la durée. Mais pour nous, ce n'est pas un lieu de sélection du tout cette formation. C'est plutôt et c'est surtout un lieu d'échange et entre mentors et avec nous, l'équipe, et un lieu où ils peuvent déjà commencer à monter en compétences. Plus spécifiquement, la formation, c'est l'occasion de présenter aux mentors le public accompagné. Alors, généralement, à ce moment-là, ils ne connaissent pas encore leur mentoré, mais c'est aussi de leur présenter qui sont les mentorés dans l'association, quelle tranche d'âge ils ont, quelles études ils font, est-ce qu'on est présent sur tout le territoire ou pas. Donc, c'est déjà de leur présenter ce public-là, de leur présenter aussi l'association. Et puis, surtout, c'est d'outiller le bénévole, le futur mentor. Alors, on envoie un petit peu de documentation écrite au préalable. Ils ont un petit micro-learning à suivre s'ils le souhaitent. L'idée, là, c'est d'être vraiment sur des choses très didactiques. Quels sont les piliers du mentorat, le constat un peu, l'état des lieux de l'égalité des chances en France, qui vont justifier aussi leur rôle de mentor. Et puis, au cours de la formation, il va s'agir d'aborder des notions qui vont leur servir durant toute leur relation mentorale, comme comment on fait des retours positifs à son mentoré, quelles que soient les circonstances, comment on l'encourage même dans des situations difficiles. On aborde aussi la communication non violente, qui peut être très utile. Et puis, c'est aussi l'occasion d'aborder des choses très pratico-pratiques. Je ne rentre pas dans le détail, parce que les autres intervenants en ont parlé, mais... à quelle fréquence je rencontre mon mentoré, dans quel lieu, est-ce qu'on se voit en distanciel, en présentiel, si on n'est pas dans la même région, comment ça se passe, enfin, voilà. Enfin, et c'est surtout le cœur de la formation, c'est de faire échanger les mentors entre eux. En fait, nous, ça se fait au prétexte de petites mises en situation, c'est-à-dire qu'on leur demande de jouer des rencontres entre mentors et mentorés, les premières rencontres. Et ça va leur permettre d'échanger déjà entre eux et de faire émerger des questions auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé en tout début de formation. Nous, on fait ça parce qu'on se dit, on pense qu'une formation, l'important, c'est qu'elle soit la moins descendante possible. Le formateur s'efface de plus en plus au cours de la formation et les mentors, sur les 3/4 de la formation, c'est leur mise en situation qui est le cœur de la formation. On pense que toutes les notions qui sont liées à la relation mentorale et qu'on aborde au début, on va plus les retenir si ça vient de soi et ça émerge au cours d'une petite expérimentation. Donc voilà, c'est aussi le but, c'est d'être dans une formation où on met le plus possible les mentors en activité et les adultes aiment aussi jouer et suivre des formations et voilà. Enfin, la formation, c'est également une occasion de répondre aux questions que se posent les mentors, soit qui émergent de par ces mises en situation, soit des questions qui peuvent avoir plus globalement sur le mentorat. Et c'est également de leur donner des informations sur la suite de leur parcours de mentor, que ce soit les délais de la mise en binôme, est-ce qu'ils vont attendre une semaine, plus, est-ce qu'ils vont attendre plusieurs mois, que ce soit aussi le suivi opérationnel, comment ça se passe, qui est le référent de suivi, à quel moment on prend des nouvelles, qui on peut contacter si on a un souci, une interrogation. Et c'est aussi et surtout l'occasion de leur donner des informations sur la suite de leur parcours de mentor et nous, comment on les accompagne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mis en place pour les mentorés, les événements collectifs pour les mentorés, et qu'est-ce qu'on leur propose, nous, en formation continue. Je ne m'étends pas là-dessus parce que je sais que c'est l'objet de la prochaine intervenante.
Mais c'est aussi de leur dire, voilà, nous on vous forme, mais c'est pas bon courage, au revoir et rendez-vous dans 3 ans. C'est vraiment leur dire, vous n'êtes pas seul dans cette aventure mentorale. Nous, on accompagne aussi les jeunes par des événements collectifs et on vous accompagne aussi dans votre montée en compétences et dans le suivi et on est présent si vous avez des questions. Le mentorat repose sur vous, l'accompagnement du jeune mentoré repose sur vous, mais pas que. Et nous, on est là en soutien. Et ça, c'est quelque chose qui rassure évidemment les mentors d'être accompagnés et d'avoir le sentiment de faire partie d'une communauté. C'est aussi ça qu'on veut montrer au cours de la formation. Voilà. Merci beaucoup, Emeline. Et en effet, après cette étape finalement de la formation initiale, au début où on échange avec ses mentors sur leur place, leur rôle, leur posture, et ben, il va y avoir la possibilité finalement de leur proposer tout un parcours bénévole ponctué de formation continue. Et donc pour ça, c'est Aurélie, déléguée générale de l'entraide scolaire amicale, qui va nous parler de ces propositions de formation qui vont nourrir finalement les mentors tout au long de leur engagement. Tout à fait, merci Camille. Donc sur la formation continue à l'ESA, donc il y a plusieurs objectifs. Le premier étant vraiment d'avoir un accompagnement de qualité. Et on pense que pour avoir un accompagnement de qualité, il faut que les mentors soient bien formés. Et au-delà de la formation initiale, qu'on puisse répondre à leurs questions, au-delà du suivi qui est fait en individuel. Enfin, l'idée de ces formations, c'est vraiment de nourrir leurs séances aussi, de leur donner des pistes pour proposer autre chose aux jeunes que les méthodes qu'eux, ils utilisent pour eux ou qui fonctionnent pour eux, parce que ça a été dit tout à l'heure dans la plénière, c'est un peu le risque finalement, donc c'est important de les outiller pour qu'ils puissent proposer autre chose, des choses peut-être qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. Et puis, c'est aussi leur permettre de trouver plus facilement des ressources, d'approfondir certains sujets, etc. Donc, je dirais que ça, c'est le premier objectif. On a aussi dans les objectifs le fait de rassurer les bénévoles et de leur permettre de prendre du recul par rapport aux situations qu'ils rencontrent. Et ces formations, du coup, ça a été dit tout à l'heure par Emeline, mais l'objectif, c'est aussi d'échanger entre bénévoles au-delà de l'apport du formateur et de l'apport théorique. Les échanges sont vraiment importants et c'est toujours riche pour les mentors de pouvoir échanger entre eux, voir ce qu'ils font, ce qui ne marche pas, voir qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes interrogations qu'eux, qui rencontrent aussi des difficultés et qui ont trouvé aussi des solutions, des choses qui peuvent marcher. Donc l'effet du groupe est important et c'est d'autant plus important que nous, on intervient dans les familles, donc les mentors sont relativement isolés, même si bien sûr il y a un suivi par les responsables d'antenne, etc. Ils sont quand même relativement isolés, donc ces formations, c'est aussi l'occasion d'échanges collectifs entre mentors qui pour nous sont essentiels. Et puis, je dirais le troisième objectif de ces formations, c'est aussi du développement personnel au final pour le mentor, parce qu'il apprend aussi pour lui. Alors certains nous disent j'ai appris des trucs qui vont me servir au boulot. Donc concrètement, oui, c'est aussi des choses qui peuvent leur servir dans la vie de tous les jours, au travail ou autre. Voilà. Puis c'est du coup de fait un facteur de fidélisation des bénévoles. Donc concrètement, les formations à l'ESA, elles sont données par des professionnels, donc par des personnes qui sont extérieures à l'ESA, des psychologues, des anthropologues, des coachs, enfin vraiment des gens qui sont spécialisés de leur sujet et qui connaissent bien le public de l'ESA, ce qui nous semble important aussi, parce que pour ne pas avoir des formations purement théoriques, mais bien adaptées à notre public. Il y a un très large choix de formations. Je me rappelle, je n'ai pas le chiffre exact de nombre de sessions, mais on doit avoir une quarantaine de sessions. Enfin, c'est vraiment très large, avec différents types de formations. Des formations qui sont vraiment sur les essentiels, ce que nous, on considère comme vraiment essentiel pour une relation de mentorat. Donc, par exemple, une formation autour de l'interculturalité, des intelligences multiples, de la confiance en soi, enfin, ce type de formation. Des formations qui sont plus spécialisées et plus thématiques sur, par exemple, les enfants dyslexiques ou les enfants allophones, qui concernent du coup moins de mentors, de fait. Et puis aussi des formations qui sont plus quelque part pratico-pratiques, avec par exemple des outils pour travailler les maths au collège. Donc on a vraiment ces trois types de formations. On est sur des formats courts, des formats de 2 heures qui allient théorie et pratique aussi, avec des mises en situation. Enfin, on garde toujours des petits groupes pour que les mentors puissent exposer leur situation personnelle et trouver des solutions dans ces formations qui soient vraiment adaptées aux jeunes qui suivent.
on est passé sur ces formats-là. Enfin, donc elles se font en visio désormais, nos formations, essentiellement. Avant le Covid, on les faisait en présentiel et plutôt sur des formats d'une journée. Enfin, je pense que le constat qu'on fait, c'est que le format 2 heures en visio est quand même nettement plus adapté et permet d'avoir une offre beaucoup plus large que ce qu'on pouvait proposer à nos bénévoles dans nos antennes, parce qu'en présentiel, forcément, on avait une offre qui était plus restreinte. Et là, ce qui marche bien, c'est que du coup, tous nos mentors de toute la France ont accès à tout le catalogue de formation. Et ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien, parce qu'ils trouvent la formation qui est adaptée aux questions qui se posent, en fait. Ce qui n'était pas le cas avec du présentiel et une offre forcément beaucoup plus réduite en local. Voilà, et puis on essaye de faire vivre ce programme au fil des problématiques qui émergent dans les antennes et qui nous sont remontées par les responsables d'antennes. Pour conclure, je voulais citer quelques facteurs qui nous semblent, nous, des facteurs de réussite pour un bon programme de formation continue. Je pense que la première, c'est la qualité des intervenants, parce que sinon, les participants n'y reviennent pas. Et donc, on pense que c'est important d'avoir vraiment des intervenants de qualité pour donner envie aux mentors de revenir à une autre session de formation. Le fait aussi de prendre en compte les situations individuelles de chacun, enfin de ceux qui souhaitent en tout cas exposer leur situation individuelle, pour que les mentors repartent avec des outils concrets et des idées concrètes par rapport à leur situation et que ce ne soit pas purement théorique. D'avoir aussi des formations de différents niveaux, comme j'ai tout à l'heure, des formations de base qui sont plus finalement pour les nouveaux mentors, mais aussi des formations plus spécialisées qui seront pour des bénévoles qui seront peut-être un peu plus experts, qui seront là depuis plusieurs années dans l'association, mais qui ont aussi besoin de formation pour apporter autre chose aux jeunes qui suivent. Et puis le fait d'avoir un catalogue assez large nous semble aussi important, pour les raisons que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est pour ça que nous, le passage en visio est clairement positif. Et puis, j'avais noté un risque qu'on a là sur ce programme en visio, c'est qu'on a c'est pas vraiment un risque, mais on a des bénévoles qui sont un peu accros aux formations quelque part, qui suivent beaucoup de sessions, et puis d'autres qu'on ne voit pas aux formations. Donc, c'est peut-être un peu la limite de l'exercice, voilà, et donc le challenge, c'est d'aller chercher ce qu'on ne voit pas en formation, finalement, pour les mobiliser sur ces formations. Et puis du coup, on se pose la question de passer à des formations un peu nous, on n'a pas de e-learning, de vidéos, etc. pour nos bénévoles. On est vraiment sur le format de formation dont je vous ai parlé. Bon, c'est des choses auxquelles on réfléchit, tout en se disant que les échanges étant tellement importants, dans tous les cas, ça ne remplacera pas, ça sera complémentaire, quoi. Voilà ce que je pouvais dire sur la formation continue à l'ESA. Merci beaucoup Aurélie, et on va passer finalement à la dernière étape qui est également très importante pour un programme de mentorat, c'est finalement la clôture d'une relation de mentorat. Une fois que le jeune a atteint ses objectifs, et donc ce temps de bilan qui va être essentiel pour valoriser aussi le jeune. Et puis c'est souvent un temps qui permet d'évaluer son programme, de mesurer son impact, de prendre un peu de recul sur ces process et voir un petit peu comment on peut toujours améliorer nos programmes. Et donc c'est Siem Boukada, responsable des opérations à Télémac, qui va nous expliquer en quoi la clôture des binômes est une étape essentielle également pour tout le programme de mentorat porté par l'association. Merci beaucoup Camille, bonjour à tous. La période de clôture, elle est importante parce que effectivement le mentorat, on l'a bien vu avec toutes les interventions qu'on a pu entendre cet après-midi, ça peut être clairement un élément déterminant dans le parcours d'accompagnement d'un jeune. Et du coup, nous, on va distinguer sur ces fameuses phases de clôture 2 cas un peu différents. On a des clôtures qui peuvent se produire avant la fin, en fait, d'un accompagnement. Donc, ce que nous, on va appeler chez Télémac des arrêts de mentorat, donc qui ont lieu avant, finalement, l'atteinte des objectifs, ou en tout cas avant la fin du temps théorique de l'accompagnement. Chez Télémac, c'est 5 à 6 ans en fonction du programme filière générale ou du programme filière professionnelle. Donc, tout arrêt qui a lieu avant l'obtention du baccalauréat, notamment sur la filière générale, du coup, est une clôture
un certain type de clôture, mais qu'on différencie finalement de la clôture qui donne accès pour nous à une autre forme de continuité qui est le passage dans ce qu'on appelle les alumni du programme. Et ça, j'y reviendrai en ouverture parce que c'est un élément qui pour nous est important. Derrière ça se cache l'idée que finalement un programme de mentorat, il se clôture en réalité jamais, normalement. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre qui transcende un petit peu finalement le laps de temps qu'on a pu définir au départ, parce qu'on l'a tous bien vu, on est sur des relations humaines, des relations qui se créent entre un jeune et puis un mentor, et donc une relation quand elle s'installe, elle se pérennise comme ça, c'est des relations qui peuvent durer très longtemps. Je crois avoir vu dans l'assemblée l'un de nos mentors historiques chez Télémec, Jean-Marc, qui, si on lui donnait la parole, pourrait témoigner et dirait qu'il est encore très certainement en lien avec certains des alumni et des jeunes qu'il a pu accompagner au départ de l'aventure. Donc, on va distinguer ces deux cas-là. Par contre, ce qui est important dans les deux cas, c'est d'avoir un vrai temps qualitatif de bilan. Dans le cadre d'un arrêt, nous, ce qu'on perçoit, c'est quand même que c'est plus compliqué à avoir de par les circonstances liées à l'arrêt. Un mentorat peut s'arrêter. On n'a pas évoqué ce cas-là particulier, mais ça aurait pu être aussi l'une des étapes qu'on prend dans le processus pour plein de raisons. Pour des raisons liées à la mobilité, la mobilité professionnelle des mentors, des déménagements du côté du jeune, une perte de motivation, des objectifs d'un programme qui ne correspond plus finalement aux objectifs du jeune, un passage de l'adolescence, enfin plein de raisons. Et pour éviter que cette situation d'arrêt soit vécue aussi par le jeune comme une situation d'échec, c'est important pour nous, en tout cas, de prendre un temps avec le jeune, avec la famille, en présence du mentor, idéalement, pour revenir finalement sur ce que le programme a pu lui apporter sur ce laps de temps qui est plus court que ce qu'on avait potentiellement prévu, mais lui faire prendre conscience aussi que sur un laps de temps plus court, il a quand même pu tirer profit, tirer des enseignements et tirer des apports de sa relation avec son mentorat. Nous, ce qu'on recommande sur ces temps-là de bilan, que ce soit du présentiel et qu'on puisse du coup aborder assez librement finalement toutes les étapes par lesquelles le mentorat a pu passer. Nous, on a aussi, du coup, dans nos processus, une véritable formalisation aussi pour les arrêts qui ont lieu avant la fin de l'accompagnement, avec une lettre envoyée à la famille, quelque chose aussi qui acte finalement la fin de l'accompagnement, parce qu'on pense aussi que symboliquement, c'est important que la situation soit claire, qu'elle soit clarifiée, pour aussi permettre à chaque partie prenante dans la relation de passer à autre chose et de ne pas rester sur quelque chose qui ne serait pas complètement terminé. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour les cas d'arrêt qui se terminent avant la fin d'un accompagnement. Et puis pour les clôtures un petit peu plus positives, et donc on a cette chance effectivement que ce soit majoritairement le cas. Nous, ce qu'on a choisi comme ce qu'on met en place, c'est qu'au lieu d'avoir un seul bilan qui clôture vraiment la relation, on a ce qu'on appelle des commissions de renouvellement. Donc en fait, tous les ans, on va vraiment avoir un temps avec le jeune qu'on lui demande de préparer en amont avec son mentor, qui suit toute une trame en fait, qui vont lui permettre de faire le bilan sur l'année qu'ils ont passé ensemble, les apprentissages du jeune en fonction des objectifs qu'ils ont pu définir. Et du coup, on tient vraiment à cette commission qui se fait en présentiel. Alors là, Sébastien l'a dit, donc Sébastien le DG de Proxité parlait tout à l'heure d'amélioration continue, de professionnalisation dans nos structures. Nous, on est en train aussi de réfléchir à ce côté digitalisation, parce qu'évidemment qu'on veut toujours faire du présentiel, parce qu'on pense que c'est un petit peu plus qualitatif, mais que le nombre de jeunes augmentant, on a besoin aussi de se poser certaines questions. Mais pour le moment, en tout cas, chaque chargé de mentorat va à la rencontre du pool de jeunes qui l'accompagnent au sein des établissements scolaires, les rencontre individuellement et du coup font un bilan de l'année sur les différents leviers sur lesquels on accompagne les jeunes. Donc nous, on est sur de l'ouverture socioculturelle, de la persévérance scolaire, de l'ouverture au monde professionnel, mais ça dépend en fait des objectifs que vous définirez dans vos propres programmes de mentorat.
Et l'idée, ça va être à la fin de cette commission de renouvellement de fixer des objectifs aux jeunes en lui disant, bon, bah voilà, sur tel ou tel aspect, tu as atteint les objectifs qui avaient été fixés dans le cadre du programme. Et donc, bah, OK, on renouvelle, on continue l'aventure ensemble. Sur tel autre aspect, il faut qu'on définisse des objectifs pour que tu puisses pleinement bénéficier du programme et qu'on se reparle lors des prochains bilans. Et donc qu'effectivement ce soit quelque chose d'assez régulier dans la trame. Et donc il y a ce fameux aussi bilan final qui a lieu pour nous en terminale. Et du coup qui a lui aussi un côté, un côté un peu plus formel, puisque c'est aussi l'occasion pour nous de célébrer la réussite des jeunes, du coup, qui sont à ce moment-là bacheliers. Et donc, on a ce qu'on appelle une cérémonie des bacheliers. Donc, nous, on a choisi, en fait, d'adosser la clôture du programme Télémac, en tout cas des 6 années, à un événement aussi festif, en se disant que le jeune aussi, on devait célébrer sa réussite, on devait quelque part saluer l'engagement dont il avait fait preuve au cours des 6 années, en présence de ses parents, en présence des mentors, en présence aussi de tous nos partenaires. Donc on fait ça dans un lieu qui est régulièrement assez... on a la chance du coup, via nos partenaires, d'avoir de très beaux lieux pour ces cérémonies des bacheliers. Et on va prendre le temps d'avoir un temps dédié qu'avec les jeunes, où on va faire venir cette fois-ci plutôt un intervenant extérieur, qui est plutôt un coach spécialisé en intelligence collective, qui va faire travailler le groupe, à faire émerger quels ont été les apports pour les jeunes du programme, et surtout comment est-ce qu'ils vont s'en servir pour la suite de leur parcours, et notamment dans le cadre de l'intégration pour eux dans notre programme des alumni. Parce que on a aussi du coup souhaité poursuivre une certaine forme d'accompagnement pour les jeunes, ce qui me faisait dire que le programme ne s'arrêtait finalement pas forcément à ce moment-là. Mais donc, on a vraiment ce processus-là, ce temps fort qui acte la clôture, mais avec une notion de célébration pour nous, pour que ça reste vraiment un événement marquant, positif, qui valorise toute l'expérience qu'ils ont vécue ensemble. Et du coup, ce qu'on met maintenant en place de plus en plus, donc on a clôturé en 2020 du coup tout un processus de mesure d'impact quantitatif. Là, on vient de clôturer un processus de mesure d'impact qualitatif avec une dimension d'impact territorial. Et donc là, on entre sur une capitalisation de ces fameux outils de collecte dont on a bénéficié par le cabinet qui réalise notre mesure d'impact, qui est Kimso. Et donc là, on a eu la formalisation de nouveaux questionnaires de mesure d'impact, du coup qu'on va intégrer en fait à ces fameux temps de bilan à la fin de l'accompagnement. Et l'idée pour nous, ça va être d'avoir des mesures hétérogènes, donc c'est-à-dire qu'on va faire évaluer la progression du jeune, par ses parents, par son mentor. Et donc chez Télémac, il y a 2 mentors. Il y a un mentor établissement scolaire et puis il y a un mentor du coup d'entreprise et de collectivité, et donc par les 2 mentors. Et du coup, pour nous, cette dimension, elle est hyper importante parce que le bilan, donc ce fameux bilan de clôture, il va prendre une toute autre dimension puisqu'il va aussi nous servir à mesurer l'impact du projet. Donc on aura des mesures annuelles, puis des mesures en plus à cette clôture qui permettront de mesurer l'ensemble des 6 années d'accompagnement. Mais sur cette notion de mesure, un élément qui pour moi me semble... en tout cas qui nous semble hyper important, ou en tout cas dont on a pris conscience assez tardivement. Et donc pour tous ceux qui sont en train de créer un parcours, je pense que c'est hyper important en tout cas de l'entendre là, si c'est encore possible pour vous, c'est cette notion des alumni. Nous, on a capitalisé assez tardivement finalement sur le suivi des alumni. Et on se rend bien compte aujourd'hui à quel point c'est une vraie force, une vraie richesse pour tous nos programmes de pouvoir compter sur le témoignage, mais aussi sur le recul des jeunes que l'on a accompagnés pour améliorer évidemment constamment le programme, mais aussi parce qu'ils sont beaucoup plus en mesure de mesurer finalement l'impact que le programme a pu avoir sur eux. Nous, quand on regarde nos chiffres de mesure d'impact, on a des gaps assez significatifs sur certains indicateurs entre ce que vont remonter comme impact les jeunes et ce que vont percevoir les alumni sur la notion de confiance en soi. Les alumni vont déclarer qu'à 88%
88% d'entre eux vont déclarer que Télémac leur a aidé à gagner confiance en eux quand les jeunes qui sont dans le programme n'identifient qu'à 67%, enfin que 67% d'entre eux identifient cet impact pour eux. Donc il y a une véritable notion aussi de mesure qui est à prendre en compte, certes, lors de cette phase de clôture et qui est importante, mais qui est aussi à envisager comme sur un temps plus long. Parce qu'il y a beaucoup d'effets du mentorat qui ne se perçoivent pas toujours dans l'immédiat. Voilà. Donc, pour nous, en résumé, sur le temps de clôture, ce qui est important, c'est d'avoir les différents éléments, les différents niveaux de clôture en tête. Tout temps de clôture est à prendre en compte, avant l'arrêt et puis à la clôture. Bien revenir sur les objectifs qui avaient été définis quand il y en a. Nous, sur le programme, c'est un peu plus délicat. Ils démarrent, ils sont en 5e, ils arrivent, ils sont en terminale. Donc, les objectifs évoluent en même temps que le jeune. Et prévoir ces temps-là de façon qualitative et puis adosser aussi, quand c'est possible, en tout cas la mesure d'impact si elle existe. Merci beaucoup, Siem, pour ce dernier temps essentiel de la mise en place d'un programme de mentorat. Il nous reste un quart d'heure pour répondre aux questions des participants avant de pouvoir retourner en plénière pour la clôture de l'après-midi. Et je laisse Christelle. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces interventions et merci beaucoup pour vos questions. Je vais laisser la parole peut-être à Laurent Mabir. La question sur la clôture et le bilan a été explorée, mais peut-être que les deux premières sur les objectifs, des objectifs concrets et sur la durée moyenne d'un accompagnement. En fait, c'est l'équilibre entre la personnalisation de l'accompagnement dont on a beaucoup parlé et l'homogénéisation des process. Donc Laurent, si vous le souhaitez, vous pouvez rallumer votre micro et préciser peut-être ces questions. Merci, merci pour toutes ces informations qui ont été extrêmement précises et précieuses. On s'occupe plutôt, nous, de l'accompagnement de jeunes adultes et des jeunes adultes qui ont de l'accompagnement plutôt type entrepreneurial. Donc, on n'est pas du tout dans les élèves, dans le secondaire, etc. Mais je retrouve des structures d'accompagnement ou de projets qui sont particulièrement adaptées. Ma question, c'était surtout, mais comment est-ce qu'on arrive à fixer la durée d'un accompagnement mentoral et surtout, se pose la question, c'est au bout de combien de temps on peut juger que c'est efficace pour celui qui est mentoré. J'ai bien entendu qu'il y avait l'engagement du mentoré d'abord, qui était déterminant, mais à quel moment on peut savoir qu'on met un coup d'arrêt où on dit voilà, on a atteint les objectifs et c'est bon, c'est terminé. Est-ce que c'est variable? Est-ce qu'il y a des durées moyennes qui existent là-dessus? Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer sur la réponse? Peut-être non. Peut-être Siem ou Romain, peut-être, vu des profils. Oui, moi je veux bien répondre, il n'y a pas de problème. Bonjour Laurent. Pour ce qui est la question en fait de la durée d'un parrainage, alors c'est vrai que chez NQT, on accompagne des personnes qui sont déjà diplômées, qui ont déjà un minima, un bac+3, donc qui ont déjà un diplôme, etc. Donc avec un projet pro qui est plus ou moins dessiné, ça c'est voilà. Et en fait, on a des personnes qui sont à des stades de recherche d'emploi ou de recherche d'alternance ou de création d'activité qui sont des stades différents. C'est-à-dire qu'on va accompagner des personnes qui cherchent un job depuis parfois plus de 2 ans, et on accompagne aussi des personnes qui sortent d'études. Donc en fait, l'accompagnement et en fait la durée du mentorat va être différente d'une personne à une autre. On essaie de ne pas fixer en fait de durée en fait limite en disant ben voilà, vous avez en gros vous avez 6 mois, vous avez 1 an en fait pour atteindre vos objectifs, sachant qu'en plus de ça les objectifs, donc je réponds à 2 questions, mais sachant qu'en plus de ça les objectifs du mentorat peuvent évoluer au fil en fait de la relation, au fil du mentorat. C'est-à-dire que le mentor, hein, il est vraiment là pour
pour aider à prendre de la hauteur aussi, pour aider en fait son jeune, son mentoré à prendre de la hauteur sur ses situations, sur son projet, etc. Et du coup, on a parfois des objectifs qui évoluent, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut trouver du boulot, il va peut-être finalement partir sur la reprise d'une formation ou d'une alternance pour partir vers un horizon professionnel un petit peu différent. Donc en fait, je réponds à ta question, Laurent, sans vraiment y répondre. C'est-à-dire que nous, en tout cas, on n'a pas on se dit pas, au bout d'un certain temps, tes objectifs en fait sont atteints, ou alors on met fin à la relation. On essaie toujours en fait, tant que c'est positif et tant que c'est bénéfique pour le mentoré et pour le mentor, on continue en fait à maintenir la relation de parrainage. Merci beaucoup. Et on avait une question de Marie-Alain de Chemin d'Avenir. Même chose, je vous laisse préciser votre question, et ça portait sur le nombre moyen de binômes accompagnés par un référent ou une référente sur une même période. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions et tout ce détail de l'organisation d'un parcours de mentorat. Et je souhaitais savoir justement, en lien avec la durée de ces parcours, combien de personnes justement suivaient un chargé de suivi ou un référent au sein de l'association, parce que j'imagine que ça demande énormément de temps, notamment si ces rencontres se font en présentiel. Moi, je peux répondre pour Télémac, mais je suppose qu'en fonction des structures, ça doit être très différent. Nous, c'est très différent d'un point de vue territorial, parce qu'en fait, on a aussi des niveaux de déploiement territoriaux différents, avec des régions historiques et puis des nouveaux territoires où il y a évidemment moins de binômes. Nous, on essaye de rester sur un ratio de un chargé de mentorat pour 80 à 90 binômes maximum. Et du coup, c'est une moyenne. On a évidemment quelques territoires sur lesquels, malheureusement, on peut difficilement faire moins. Et puis d'autres où on n'est pas du même sur l'échelle de l'antenne complète. On n'est pas du tout encore à 80 binômes et où c'est du coup très facile. Mais on reste sur ça. Après, on a des chargés de mentorat, mais dans nos équipes, on essaye aussi d'avoir des bénévoles. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un système où on a notamment des mentors qui sont pour certaines à la retraite et qui, du coup, aident les équipes en contactant des mentors pour faire des bilans. Et puis, on a aussi aidé de volontaires en service civique qui vont animer les communautés plutôt de jeunes en participant aux activités avec eux, en les contactant, en répondant à certaines de leurs questions. Et nos chargés de mentors vont être là pour être en lien sur tous les autres sujets beaucoup plus engageants du métier. Donc c'est un pour 80 à 90, mais c'est aussi un accompagné quand même et renforcé par des mécénats de compétences, des bénévoles et des volontaires en service civique. Enfin, ça c'est pour le modèle Télémac. Merci beaucoup. Et peut-être pour compléter, répondre à la nouvelle question de Laurent sur finalement un mentor suit combien de mentorés. Laetitia, peut-être pour Proxité, si tu veux répondre à cette question. Oui, tout à fait. Alors, nous, à Proxité, la règle, c'est plutôt un mentor pour un mentoré pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet de créer une vraie relation individuelle de qualité et exclusive. Et puis aussi pour des questions de disponibilité, finalement. Les mentors n'ont pas forcément toujours le temps d'accompagner 4, 5, 6 jeunes. Mais voilà, la vraie première raison, c'est vraiment pour la qualité de la relation qui se crée entre le jeune et le bénévole, où les jeunes sentent qu'ils ont quelqu'un juste pour eux, qui les accompagne, qui est présent uniquement pour eux, et parfois ça change aussi de leur quotidien ou d'autres personnes qui peuvent rencontrer. De manière générale, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je pense qu'on ne dépasse pas trop les deux jeunes pour un bénévole. Et ça va être aussi en fonction des profils des mentorés et des besoins et de la fréquence des rencontres entre le jeune et le mentoré.
Merci beaucoup Laetitia. Est-ce que peut-être il y a d'autres questions que des participants souhaitaient nous poser? Sinon, moi j'avais peut-être une petite question sur finalement, on a parlé de la formation initiale notamment. Est-ce que cette formation doit être réellement obligatoire? C'est-à-dire est-ce qu'un mentor finalement ne peut pas démarrer un accompagnement tant qu'il n'a pas fait cette formation initiale? Comment ça se passe peut-être dans vos structures? Emeline, je vois que tu as dégainé ton micro. Oui, je peux répondre parce que c'était la partie que j'avais, mais c'est pas... nous, oui, c'est une formation qui est obligatoire. On ne lance pas un binôme si le mentor et le mentoré ne sont pas formés. On a fait quelques exceptions parce qu'on a un mentorat très particulier d'accompagnement de jeunes en BTS agricole qui dure un petit peu moins longtemps. Et donc là, comme c'est un accompagnement d'un an, on lance les binômes avant, mais la référente de suivi est derrière pour leur dire formez-vous bien. D'autant plus que la formation aborde les premiers temps du mentorat. Et même, j'ajoute, on a des mentors qui sont là depuis 10 ans. Donc, il y a 10 ans, la formation n'était pas obligatoire et on leur demande de repasser par la formation, par la formation pour la première fois pour pallier un peu aux réticences. On leur dit, vous êtes un mentor aguerri, venez témoigner. Si vous voulez, on co-anime la formation ensemble. Il y a des parties de la formation moi, que je remplace par leur témoignage. Mais c'est vraiment... installé comme ça maintenant, et c'est la formation obligatoire, et c'est aussi ce qui rassure les mentors. Merci beaucoup, et peut-être une dernière question avant de clôturer et de retourner en plénière. Toujours un petit peu sur ce sujet de la formation. Evelyne, tu donnais l'exemple d'un mentor avec potentiellement 10 ans d'expérience. Est-ce qu'il y a aussi potentiellement l'idée de développer des échanges entre pairs et la formation entre pairs, entre des mentors très expérimentés, des mentors plus récents, pour aussi dynamiser un peu les communautés bénévoles? Est-ce que c'est des choses qui se font? Alice, je te vois acquiescer, je te laisse peut-être rebondir sur cette question. Oui, alors nous, on organise des échanges de pratiques entre bénévoles, effectivement, sur lesquels on essaye de créer un mix intéressant entre des bénévoles un peu plus aguerris, comme vous dites, un peu anciens, et des nouveaux. Donc ça, c'est toujours assez intéressant, et ça rejoint ce qu'on entendait tout à l'heure sur le fait de finalement pas être en posture descendante, mais de les laisser échanger entre eux. Souvent, c'est intéressant, ils indiquent que ce n'était pas leur attente en venant en formation, mais que c'est ce qu'ils ont préféré à la fin des formations. Et après, nous, on s'adresse à un public plutôt jeune à la FEB, mais donc à chaque fois, on peut adapter ces outils en fonction de qui sont nos bénévoles, mais on a un serveur Discord, les réseaux sociaux qui peuvent aussi permettre régulièrement des témoignages, des partages d'expériences. Ce qu'on fait, nous aussi, des fois, c'est quand il y a des changements de bénévoles sur la situation d'un mentoré, c'est qu'on met en relation parfois le nouveau bénévole et l'ancien. Et donc ça, c'est chouette, et c'est aussi apprécié des mentorés quand il y a cette communication-là, cette cohérence-là. Donc voilà, pour notre part en tout cas. Merci beaucoup. On a peut-être une dernière question qui vient d'être écrite dans le mentorat pour entrepreneurs. Quel est le décalage d'expérience recommandé pour un mentorat réussi? Alors, est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question assez précise? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question. J'imagine que c'est la différence peut-être d'expérience entre le mentoré et le mentor. J'imagine en fait que c'est ça. Au-delà en fait d'un nombre d'années en fait de différence ou de décalage d'expérience, on va surtout regarder en fait la situation finalement du mentor, parce que on en a parlé là pendant plus d'une heure. Finalement, j'ai envie de dire, un mentor qui a son entreprise et qui a 30 ans peut-être d'expérience professionnelle, il a peut-être moins d'aptitude de mentor qu'une personne qui est peut-être un peu plus jeune, qui a peut-être que 10 ans d'expérience pro, mais qui a plus un profil, j'ai envie de dire, de mentor. On parlait tout à l'heure du dynamisme, on parlait d'expérience personnelle. Et du coup, il n'y a pas vraiment un nombre d'années de différence qu'il faut regarder. C'est plus en fait le recul professionnel et les aptitudes en fait de mentor qui vont être intéressantes, quoi.
Merci beaucoup pour cette réponse, Romain. Donc, on va pouvoir retourner très prochainement en plénière. J'ai un petit écho. Non, je ne sais pas quel micro est... Ah, voilà, parfait. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos interventions. Donc, on voit bien qu'un programme de mentorat passe par différentes étapes, du diagnostic au recrutement des jeunes, des mentorés, des mentors, au matching, à l'importance aussi des premières rencontres où se noue finalement cette relation de confiance qui va pouvoir ensuite s'inscrire dans la durée avec un format de rencontre qu'on veillera à bien adapter aux envies, aux besoins du binôme, avec un rythme également qui conviendra à chacun. Et puis, on a abordé cette question donc, de la formation, à la fois au départ et puis après, pour nourrir le mentor tout au long de sa relation de mentorat, pour aussi lui permettre de monter en compétences et de valoriser cette montée en compétences. On a parlé un petit peu de l'échange entre pairs, sans doute à développer au sein des communautés de mentors, pourquoi pas interassociation aussi au sein du collectif mentorat. Et puis finalement le temps de la clôture avec ce moment important aussi pour nous, associations, de prise un peu de hauteur et d'évaluation d'impact pour s'assurer finalement que le programme construit répond aux besoins des jeunes qu'on accompagne. Merci beaucoup pour ce moment partagé et on vous retrouve du coup tout de suite dans la plénière des assises pour clôturer l'après-midi. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup. Merci. Merci.